Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. C'est Late et Smart durant une heure avec mes deux invités. On va tenter de commenter, d'analyser, d'expliquer l'actualité économique du moment autour de deux sujets principaux. Comme chaque soir, nous parlerons d'abord commerce international. L'occasion, le prétexte, c'est la nomination confirmée hier d'une nouvelle directrice générale de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. D'où le titre de ce débat. L'OMC a-t-elle d'ores et déjà perdu la bataille, sous-entendu la bataille du commerce généralisé, du multilatéralisme, alors que le cours des matières premières s'envole, il y a des pénuries dans certains produits de première nécessité, notamment dans la filière électronique. Vous le savez, on parle beaucoup de pénuries dans les semi-conducteurs. Les guerres commerciales ne sont pas du tout apaisées, au contraire, y compris entre les États-Unis et l'Europe dans le dossier de l'aéronautique. Joe Biden a confirmé les sanctions qui avaient été mises en place par Donald Trump contre les produits européens dans le dossier Airbus. Bref, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour essayer de sauver le principe de l'OMC et ses règles? Ce sera notre premier débat ce soir. Et puis dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons finance, bourse, exubérance, c'est le terme idoine quand on parle de marché parfois un petit peu adepte de valorisation élevée. On pourrait parler des 51 000 $ du Bitcoin atteint aujourd'hui. On parlera aussi plutôt, pour changer, parce qu'on a beaucoup parlé du Bitcoin, des SPAC, ces véhicules, Special Purpose Acquisition, société cotée, c'est chèques en blanc. Est-ce que c'est des chèques en blanc, pour acquérir d'autres entreprises? Est-ce que c'est le symbole, énième symbole de l'exubérance des marchés? Ce sera la question que je pose, le deuxième débat que j'évoquerai avec mes deux invités. Qui sont-ils? Bruno Demoura-Fernandez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste chez Coface. Stéphane Dornufel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un entrepreneur, cofondateur de netinvestissement.fr. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Avant d'évoquer ces gros sujets économiques majeurs, un petit peu de politique, même de quasi-politique politicienne avec la question apéritif. Allez, je le disais, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler économie tout de suite, on va parler politique. Le gouvernement, la majorité a surpris son monde hier en proposant, un amendement comme ça qui est tombé d'on ne sait où, d'instaurer le vote par anticipation dès le scrutin, pas celui qui vient en juin, les régionales, mais le scrutin présidentiel de 2022. Le vote par anticipation, ce serait effectivement la possibilité de se rendre dans son bureau de vote 1, 2, 3 jours avant le dimanche, mais de s'y rendre quand même, supposément pour lutter contre l'abstention. Alors, ça a suscité de la bronca un petit peu partout, l'opposition unanime de l'ensemble des oppositions face à cette mesure. Le patron des députés LREM, Christophe Castaner, a tenté de calmer le jeu. Instaurer un vote par anticipation pour l'élection présidentielle de 2022 permettrait, dit-il, de faire baisser l'abstention, je l'évoquais, mais a-t-il précisé, le gouvernement n'imposera rien et c'est le Parlement qui décidera in fine. C'est à la règle, d'ailleurs, dans notre démocratie représentative, de fait, a souligné Christophe Castaner. Parmi les différents éléments qui nourrissent la critique par rapport à cette annonce, il y a l'idée que le vote par anticipation pourrait porter atteinte à la sincérité du scrutin. Et puis cette observatrice de la vie politique qui dit nous observons dans nos enquêtes l'attachement des citoyens au respect du pluralisme, assuré notamment par le principe d'égalité stricte des temps de parole dans les médias entre les candidats durant les 15 derniers jours de campagne. Cette disposition, le vote par anticipation, va à l'encontre de ce principe. Bref, que va-t-il faire dans cette galère, le gouvernement, en lançant un sujet qui n'avait pas peut-être lieu d'être comme ça, décrocher une bronca? Ça vous paraît malin de pouvoir voter 2-3 jours avant? Alors, dans l'ordre, Guillaume, d'abord, pour faire une petite remarque, un trait d'esprit, on sait très bien qu'en France, le président de la République suppose une idée que le gouvernement, on va dire grosso modo, va la faire passer dans les médias et va la faire glisser. Et finalement, le Parlement disposera sur la supposition du président de la République, au-dessus du gouvernement. Bon, maintenant, on ne sait pas trop pourquoi en termes de timing il se lance là. Peut-être qu'il cherche par tous les moyens possibles de préparer au mieux cette élection 2022 parce que les médias aujourd'hui commencent à soulever déjà un peu le bouclier sur les extrêmes. On se fait un peu peur. Donc il faut comme ça, c'est l'habitude de ce gouvernement. C'est une façon qu'ils ont de gouverner. Qu'elle nous plaise ou pas, peu importe, mais il y a eu des cas où c'était une bonne idée de le faire, d'autres cas où c'est une catastrophe. On lance des contre-feux, je pense qu'on en a déjà parlé ici il y a quelques mois sur d'autres sujets. Voilà, il lance une idée.
Ils voient comment elle est tourneboulée dans le système et ça leur revient. Et à ce moment-là, ils prennent ou pas une décision d'aller plus loin. Ce qui est un peu dommage, là, moi en tout cas, parce que je suis peut-être, et pourtant pas un genou, plutôt issu de l'économie numérique, et en tout cas dans la digitalisation complète depuis 10 ans de toutes mes activités et de ma consommation. C'est impossible pour avoir, quand j'étais jeune, participé à des dépouillements de dimanche soir d'élection. Je vois pas comment on va avoir des gens le vendredi, le samedi, alors que déjà n'importe quelle petite mairie a du mal pour avoir des dépouillements du dimanche. Ouais. Si on n'introduit pas un peu d'électronique là-dedans, et moi je fais de la finance, donc j'ai des clients aujourd'hui qui mettent 1 million d'euros sur un contrat d'assurance d'une parfaite sécurisation en étant chez eux en signature électronique, qui font des actes notariés à distance avec reconnaissance faciale sur un écran. J'ai du mal à comprendre pourquoi on n'aurait pas la possibilité, peut-être dans les 24-48 heures avant le dimanche, si on veut continuer à aller, alors moi je suis bordelais, au Ferret, manger ses huîtres et pas aller voter, ce qui est une aberration pour moi sur mon échelle, mais peu importe, au moins on le ferait tranquillement chez soi. Et je pense qu'en termes de sécurisation numérique, il n'y a plus de soucis. Pour finir, j'ai pas de terme autre qui me vient, pardonnez-moi, c'est du bullshit, l'histoire du temps de parole, qui, si jamais on est voté 3 jours plus tôt, etc., parce que chacun fait ce qu'il veut lorsqu'il est dans son isoloir pour voter. On est dans un monde d'ultra-médiatisation. C'est pas les 4 derniers jours, parce qu'on a vu une petite pub du Parti Socialiste ou des Républicains qui sont en général, pardonnez-moi le terme... Non, c'est possible, mais à ce moment-là, il faudrait faire sauter cette règle, parce que du coup, elle rimerait plus rien. Ouais, peu importe. Qui continuent, s'ils ont envie à dépenser de l'argent, les publicitaires qui font des trucs pourris, qui donnent surtout pas envie à des gens de 25 ans d'aller voter. Donc je suis pas sûr qu'à 3 jours près, ça poserait un problème. En revanche, l'accessibilité, la facilité de passer cet acte de voter dans un truc qui n'est pas le même mécanisme qu'il y a 100 ans, même si on y est attaché, je suis un peu réactionnaire comme ça, c'est comme ça qu'on fera venir les jeunes. Moi, je pense que c'est plus comme ça qu'en parlant de ce genre de sujet de temps de parole auquel ils ne comprennent pas grand-chose, parce qu'en fait, on a souvent ces idées arrêtées bien avant 3 jours, quoi. Entre 2 tours, c'est pas la même chose. Et puis, oui, c'est vrai, tant qu'on reste dans une discussion à 2 tours, mais c'est pas sûr précisément, puisqu'on parlait de ce dont on parlait en matière d'institution, c'était plutôt, et puis de scrutin, c'était plutôt la proportionnelle. Là, il y a manifestement une mode. On va rappeler quand même que les élections américaines, il y a à peu près 100 millions d'Américains qui ont voté par anticipation, donc c'est absolument colossal, mais c'est pas du tout dans notre culture politique à nous. Comment vous jugez cette initiative, vous, Bruno ? Non, c'est vrai, je pense que la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui va régler le problème de l'abstention ? Et probablement pas. Enfin, on pense qu'une grande majorité des personnes qui ne vont pas voter le dimanche préfèrent aller, comme vous l'avez dit, au Cap Ferret. C'est juste qu'ils ne voulaient pas. C'est le Bordelais, hein. En Paris, on ne va pas tous au Cap Ferret pour le dimanche midi, mais l'ancien maire de Bordeaux l'avait payé cher, hein, ça. Il faisait très très beau ce jour-là et il y a eu une abstention record. Pardon, je l'ai interrompu. Globalement, le jour de l'élection présidentielle en France, on a 80% de participation et les 20% restants. Encore une fois, on connaît les dates de l'élection bien en avance, ceux qui prévoient un week-end ou je ne sais quoi, un dimanche. Ce dimanche-là en particulier, voilà, c'était dans leur intention. Et si vraiment ils veulent voter, ils donnent par procuration. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment ça qui règle le problème de l'abstention, même si, bon, toujours un peu plus de flexibilité, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais enfin, il y a d'autres moyens d'apporter de la flexibilité, comme l'évoquait Stéphane. Et en même temps, on n'est pas absolument certain que ça fasse partie des priorités du pays de changer la façon de voter. Effectivement, globalement, quand le débat intéresse les gens, on arrive à des taux de participation très importants, notamment à l'élection présidentielle. Guillaume, je pense que c'est d'accord avec moi. Ce qui n'est pas le cas. Ce serait quand même triste qu'on se rende compte que c'est dans les 24 heures, les derniers 24 heures, que les gens changent d'avis, ils font leur choix. Alors, on peut nous le dire. Moi, ça me fait peur un peu, parce qu'une démocratie qui se prend comme ça, la décision de faire basculer une politique sur 5 ans dans les dernières 24 heures, je ne suis pas sûr que ce soit très rassurant par rapport au recul que le citoyen prend face à ses droits. En même temps, vous savez, en France, la campagne électorale, elle s'arrête le vendredi soir. C'est pas le cas, par exemple, je citais les États-Unis tout à l'heure, y compris le jour du scrutin, il y a encore des meetings, etc. Donc là, on est vraiment dans des cultures politiques. Bref, on verra. Mon pronostic, c'est qu'on ne parlera plus de cette affaire dans quelques jours. Ça va être un petite bouée lancée pour voir ce que ça donne. Voilà. Et puis, on verra. En revanche, peut-être qu'on reparlera du scrutin proportionnel, mais ça, c'est autre chose. Allez, tout de suite, on parle du commerce international. L'OMC a enfin un directeur général, une directrice générale, Madame Ngozi Okonjo-Iweala. On imagine qu'on l'appellera NOI pour peut-être au cours des mois et des années de son mandat. Regardez, c'était en début de semaine. Voilà son tweet, It is done. Merci à l'OMC, aux membres de l'OMC pour finalizing mon élection aujourd'hui et making history. Making history, c'est parce que c'est à la fois pour la première fois une femme originaire d'Afrique dans les 73 ans du GATT, de l'existence du GATT et de l'OMC.
voilà, très honorée d'être la première femme et la première africaine à diriger cette nomination. Elle intervient dans un contexte particulier. Déjà, il y a eu une vacance pendant un certain nombre de mois à la tête de cette organisation. Le précédent directeur général ayant démissionné il y a quelques mois. Elle était un petit peu comme ça à se chercher une cause, une existence, notamment avec la politique américaine, Donald Trump, qui avait mis de côté l'OMC, estimant que ce multilatéralisme là n'était pas le sien. Et puis on est dans une conjoncture un peu particulière. Regardez ce papier des Échos. Conteneurs, semi-conducteurs, matières premières, les entreprises confrontées à une explosion des coûts. Tout ça, ça joue sur la dynamique du commerce international, évidemment. Il y a la rivalité États-Unis-Chine qui prend de nouvelles tournures tous les jours. Regardez ce papier du Financial Times. La Chine vise un contrôle des exportations de terres rares pour entraver, pour voir si c'est susceptible d'entraver l'industrie américaine de la défense, mais au sens volontaire du terme. La Chine qui contrôle 80% à peu près des terres rares dans le monde, nécessaires dans beaucoup d'industries stratégiques. Et puis, pour terminer ce petit lancement, je voudrais citer une phrase ou deux de l'éditorial des Échos, dans les Échos de Jean-Marc Vittori, qui nous dit: dans un monde fracturé, les rapports de force tendent à prendre le pas sur la coopération mondiale et le jeu du marché. L'OMC perd de son influence au profit des accords bilatéraux et sera un défi pour sa nouvelle directrice générale de faire qu'il en soit autrement. Bruno, est-ce qu'elle arrive sur un terrain, en terrain miné, dans une situation de crise forte, cette nouvelle directrice générale de l'OMC ? On va dire qu'effectivement, en ce moment, le constat est assez unanime sur les grandes difficultés de l'OMC, sur le fait que ça ne répond plus vraiment en fait aux défis d'aujourd'hui, aux enjeux actuels. Et c'est vrai qu'en plus, on va dire qu'elle aurait pu arriver en terrain encore plus miné avec Donald Trump. S'il avait été encore à la Maison-Blanche, je voulais dire. Ouais, au moins. Parce qu'en fait, l'Europe aussi partage on va dire le même constat que Donald Trump avait avancé, notamment sur la Chine, sur le fait que quand la Chine est arrivée dans l'OMC en 2001, on va dire que les conditions allaient à peu près à tout le monde et qu'en fait, avec l'explosion de la Chine, à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes de réciprocité, d'aide d'État, également de défense et de protection de les données intellectuelles, pardon. Et puis après, il y a aussi toute la question est-ce que la Chine est un pays en développement et parce qu'en fait, d'après l'OMC, la Chine est un pays en développement. Et donc, elle a certains avantages, notamment le fait de pouvoir bénéficier de droits de douane parfois moins importants. Parce que le statut de pays en... Fameuse clause de la nation la plus favorisée, non ? Non, en fait, justement, le fait d'être un pays en développement permet d'éviter cette clause-là dans certains cas. Et en fait, ce sont les pays qui s'auto-définissent comme pays en développement. Et donc, la Chine est un pays en développement, le Mexique l'est, Singapour, Hong Kong ou la Corée du Sud. Ce qui, en fait, évidemment, du coup, pose un problème aux pays avancés qui, eux, admettent qu'ils sont des pays avancés. Donc, clairement, on voit bien là que l'OMC a du mal à répondre à ces nouveaux enjeux. Mais après, là où les avis divergent, c'est sur comment est-ce qu'on répond à ces nouveaux enjeux. Est-ce que l'OMC, c'est le capitalisme d'avant, la mondialisation d'avant ? Est-ce qu'il faut mettre tout ça à la poubelle, ou au contraire, c'est le risque précisément de trop se refermer les uns et les autres sur soi-même ? J'ai trouvé l'ensemble du sujet depuis quelques mois et années, à partir du moment où Donald Trump a balayé, soi-disant, du terrain l'OMC. Et je trouve dur, y compris là. Évidemment, le constat géopolitique et du commerce international est très compliqué. Mais enfin, avant même le Covid et les 4 dernières années, on entend parler. Là, on nous donne des exemples d'Airbus, Boeing, c'est comme si on découvrait ça. C'est pas nouveau, mais la sino-américaine, elle était déjà là avec Obama, c'est juste qu'il avait une autre façon de faire. Moi, je suis un libéral, donc quand il y a des politiques comme ça qui se mettent en place, et des organismes, parce que pendant plusieurs années, jusqu'à ce que l'OMC soit vraiment créé, je crois il y a 25 ans, 26 ans, 94, avant c'était le GATT, oui. C'était pas une institution en fait, c'était des traités, donc on utilise. Bon, c'est plutôt bien, parce qu'il faut pas oublier, je veux pas faire mon vieil historien, mais voilà, avant, quand il y avait une vraie guerre commerciale, un vrai sujet avec des gros enjeux financiers, ça finissait que les pays se mettaient dessus pour de vrai, en vraie guerre. Ça finissait systématiquement comme ça. C'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a des organismes comme l'OMC qui mettent en place un certain nombre de cadres. Il n'y a pas les 200 pays de la planète, il y en a 135, grosso modo, y compris des pays qui sont loin d'être
en développement comme la Chine, la Corée du Sud, c'est quand même une vaste blague que Hong Kong, Corée du Sud et Singapour soient encore considérés comme des pays en développement. Oui, c'est ce que voulait dire Bruno. D'accord. Ouais. Alors la Chine, c'est un pays tellement immense, il y a encore une zone rurale extrêmement peu développée. Enfin, il y a des gens encore très très pauvres en Chine, etc. Vous êtes déjà allé à Singapour ou à Hong Kong, c'est quand même une vaste blague. Mais bon, bref, parce que ce cadre-là, moi, il me paraissait plutôt sympa. Alors oui, il représente. C'est pas le vieux capitalisme, c'est cette espèce de capitalisme post-deuxième guerre mondiale où on s'est dit plus jamais ça, on va essayer de faire ça, tout en sachant qu'il y avait quand même une guerre Quand je dis froide. vieux, c'est il y a 20 ans. Ah, oui, il y avait hein, une guerre froide très latente. C'est fini, justement, et c'est là où je voulais en venir. 90-91, notre génération de jeunes, hein, on a vécu ce truc, on s'est dit ça y est, c'est fini, il n'y a plus de guerre en fait. Et en fait, on se rend compte que dès qu'il y a un empire qui émerge quelque part, dès qu'il y a un contrepoids qui émerge dans l'histoire, Ça gêne les autres. forcément, ça finit par se frotter. Voilà. Là, ce qui peut être, pour finir sur un truc quand même très positif, moi, ce que je trouve très bien, c'est qu'au-delà que ce soit une femme, parce que la parité, on peut en discuter, elle vient du continent africain, on sait quand même pour de vrai que l'OMC avait quand même ce défaut, c'est qu'il essayait toujours d'arranger les vrais sujets commerciaux qui touchent souvent les grands pays industrialisés, Entre etc. grandes puissances, ouais. Et que souvent, les pays qui étaient vraiment en voie de développement, mais vraiment, c'est ceux qui arrivent derrière, je ne parle même pas du Brésil ou de l'Inde ou des choses comme ça, n'avaient pas la sensation jusque-là de pouvoir utiliser cet organisme. Alors si, très clairement, parce que les États-Unis prennent tout le monde pour des imbéciles, moi, je connais très bien le sujet fiscal, parce qu'on est obligé de suivre nos clients, de tracer avec les normes FATCA, etc. Et on sait très bien que les Américains ont fait des lois exprès permettant à des Américains de s'expatrier fiscalement pour contourner finalement les interdictions que les États-Unis avaient à faire des subventions pour les entreprises concernées. Donc, les Américains pouvaient décaler leurs entreprises dans des paradis fiscaux pour ne pas payer d'impôts, ce qui revenait au même que si les États-Unis subventionnaient la capacité de cette entreprise à aller concurrencer l'Europe en particulier et la Chine aujourd'hui. Donc tous ces Ça systèmes-là... veut bien contourner les règles. Non, justement, l'OMC, oui, mais c'est quand même bien qu'il y ait encore l'OMC de temps en temps qui dise attention, parce que quand vous avez des puissances comme la Chine, les États-Unis ou l'Europe, il faut quand même qu'il y ait un organisme qui puisse surveiller ça. Et tant que ce sont ces puissances-là qui sont capables de contourner le système pour contrebalancer l'équilibre, c'est pas grave. Quand vous avez un pays africain avec plein de bonne volonté qui se retrouve face à la Chine, parce que ça arrive très souvent que la Chine ait des intérêts et des problèmes avec les pays africains où il y a manipulation politique, etc. Bah là, apparemment, c'est bien quand même qu'il y ait des organismes comme l'OMC, et je vais même plus loin, et le FMI, etc., qui s'en mêlent en travaillant à surveiller ce qui se passe en vrai. Parce que sinon, les grands empires vont continuer à essorer un petit peu les pays plus en difficulté. Entre eux, ils auront toujours ce contrepoids-là, donc c'est ni la faute des Chinois, ni la faute des Américains. C'est toujours la faute des Européens, ça je suis assez d'accord. En revanche, nous, on est toujours le dindon de la farce, mais enfin ça, c'est un autre sujet. En même temps, alors, vous dites, c'est bien qu'il y a des gens qui regardent et qui arbitrent les conflits le cas échéant. Après, il y a des sujets. Le sujet principal, effectivement, qui a été reproché à l'OMC toutes ces dernières années par rapport à ce qui a été sa politique, notamment depuis le début des années 2000 et l'intégration de la Chine, c'est le sujet de la réciprocité, ce que vous nous évoquiez, Bruno, c'est de dire, bah ok, on commerce, mais en même temps, on n'a pas les mêmes règles au départ. Donc, du point de vue notamment des industriels ouest-européens ou nord-américains, globalement, d'être sur un pied d'égalité avec des industriels qui respectent aucune des règles que nous, on est censé respecter, de fait, c'est pas une compétition fair et équilibrée. Ça peut changer, ça ? C'est une question de management de l'OMC ou c'est vraiment dans les traités ? Alors non, effectivement, en fait, ça dépend des personnes qui vont être à la tête de l'OMC et puis surtout aussi voilà, des personnes qui sont à la tête des États principaux. Alors on sait bien que les États-Unis et l'Europe vont essayer de ramener la Chine à la table des négociations, mais on sait bien aussi que ce sont des négociations avec des compromis et que la Chine va chercher à défendre ses intérêts. C'est-à-dire que la Chine défende ses intérêts, c'est assez logique. Le problème, c'est qu'effectivement, on est laissé faire cette concurrence biaisée pendant des décennies. En fait, la question, c'est surtout que lorsque la Chine est arrivée, on s'est dit, bon, c'est très bien, c'est un pays émergent qui représente une opportunité formidable, à la fois pour importer des biens, mais aussi pour tous les pays avancés, pour exporter leurs biens à eux. Mais tout le monde s'est dit qu'en fait, petit à petit, la Chine allait aller vers une économie de marché, ce qu'elle fait progressivement. Qui était le pari, hein, oui. Mais de façon
très progressive. Et en fait, en gardant beaucoup de garde-fous, encore une fois, sur la propriété intellectuelle, par exemple, voilà, si vous allez là-bas, il faut vous associer avec une entreprise, etc. Pareil sur l'accès au marché public. On voit bien qu'il n'y a pas ce concept-là de réciprocité et que la Chine donc va sur certains marchés, mais que, bon, d'après les Européens et Américains, ce qui est vrai, il est beaucoup plus difficile de pénétrer le marché chinois. Et en fait, on s'est dit en 2001 que progressivement, on allait y venir, en fait, comme ce qui s'était passé avec tous les autres pays en fait, qui s'étaient développés et qui voilà, avaient rejoint l'OMC, qui était pour, on va dire, le commerce libre, et le libre-échange, etc. Et donc, au final, on se rend compte que c'est pas vraiment le cas et que ça risque de pas forcément être le cas parce qu'ils n'y voient pas forcément leur intérêt. Et c'est donc, en fait, en ça que je pense que les pays européens et les États-Unis, eux, veulent évidemment plus de libre-échange, mais se rendent compte que ça peut être difficile, encore une fois, avec la Chine et dans le cadre actuel. Que le cadre ne correspond pas parce qu'il y a quelques zones grises, parce qu'en fait, en jouant un peu avec cela, on peut mettre en place certaines barrières. Et puis, encore une fois, Donald Trump avait dit effectivement que c'était un vrai problème, cette question-là des pays en développement, qui justement, où on pouvait s'auto-définir comme tel, et on voit bien que justement ce cadre ne répond pas forcément aux besoins actuels. Si on enlève le sujet Chine, est-ce que globalement c'est une institution qui fonctionne, c'est des principes qui fonctionnent, l'OMC? Alors, encore une fois, modular, c'est pas un mince sujet, hein, la Chine. Évidemment. Première puissance En fait, du monde, ça fonctionne plutôt bien pour les biens. Après, maintenant, il va y avoir la question des services, du commerce de données, etc. Et là, on voit bien qu'il y a des nouveaux enjeux et qu'on n'arrive pas forcément à y répondre en fait, avec le cadre actuel. Donc, il faut l'adapter. Mais l'adapter, et normalement, avec l'OMC, c'est sous un consensus. Et on voit bien que le consensus va être extrêmement difficile à trouver. Mais c'est aussi le cas sur la fiscalité, par exemple. Vous en parliez très bien. Sur la fiscalité, on veut aussi avoir une approche multilatérale avec au moins une taxation minimale. Et puis après, aussi la question de la taxation des GAFA. Mais là aussi, on voit bien qu'il y a des intérêts qui sont divergents entre les différentes puissances, entre les différents blocs. Et que c'est très difficile d'arriver à quelque chose de concret via le multilatéralisme. C'est pourquoi certains, après, passent au bilatéral, se disent, bon, autant signer nos accords commerciaux nous-mêmes, autant aller en guerre commerciale contre d'autres blocs nous-mêmes. Peut-être comme ça, on les fera bouger. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas forcément trop marché. Le défenseur de l'OMC, là, Stéphane, qu'est-ce que vous pensez du fait d'aller plus loin, notamment sur la question des investissements? Il y a un accord Chine-Union européenne qui a été signé, qui doit être ratifié maintenant par les 27, justement, qui est aussi un pari comme l'intégration de la Chine dans l'OMC en 2001 était un pari, c'est-à-dire le pari que ça va aller mieux et que les Chinois feront des efforts. Vous soutenez aussi ce type de poursuite du multilatéralisme avec l'accord sur les investissements? Ne vous méprenez pas, Guillaume. Je ne suis pas un défenseur. Mais c'est bien, de l'OMC, parce que vous le savez, puisqu'on a déjà discuté quelques fois sur ce plateau. Moi, je suis un libéral, ce qui veut tout dire en même temps et rien. Donc en fait, dès qu'il y a un organisme qui se mêle du libre-échange, de toute façon, je ne suis jamais fan par principe. Alors, pourquoi? Parce qu'évidemment, quelle que soit la constitution et la qualité de ces gens-là, et on a eu à la tête de l'OMC, on peut être un peu cocorico, hein, Pascal Lamy, qui a été plutôt reconnu comme un directeur assez efficient à l'époque. Alors il n'y a peut-être pas les mêmes difficultés qu'aujourd'hui. Bon, lui-même disait que son rôle, c'est pas d'organiser le commerce international. Lui, il expliquait que son rôle, c'était d'aider à le réguler. C'est-à-dire qu'il le régule. C'est-à-dire que s'il y a un acteur comme une chambre de commerce, une chambre de commerce dans une ville, elle va pas décider qui fait quoi, avec qui, quel est le bon tarif. C'est qu'à un moment donné, avant que ça parte dans tous les sens en réelle guerre avec sanctions unilatérales d'un pays par rapport à un autre, qui là peut, comme je le lis, découler sur autre chose, automatiquement, il y a un organisme qui aide à médiation. Bon. Votre question sur l'Europe et la Chine, moi j'aime bien parce qu'on jette tout le temps la pierre à la Chine, on peut jeter la pierre à Donald Trump, etc. Moi je suis un Européen convaincu, je suis né avec l'Europe, j'ai grandi avec l'Europe. On parle de l'OMC et tout ça, c'est ces années 90 où il y a eu des accélérations, y compris dans la Constitution européenne, dans le rapprochement. On est parti sur plein de sujets. On a créé... et dans la croissance du commerce mondial. C'est la même période où on a créé pour de vrai l'acte unique, puis on a préparé Maastricht, la monnaie unique, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on veut aller donner des leçons, soit au bloc chinois, soit au bloc américain, sur les pratiques commerciales dont je suis scandalisé sur l'histoire des Américains avec leur fiscalité. À côté de ça, ils vous empêchent d'investir quand vous êtes résident américain. Enfin, c'est un sketch complet. C'est comme ça toujours. Bon. Mais nous, quand on veut donner une leçon à quelqu'un et qu'on regarde dans ces fameux 27, et que déjà à l'intérieur des 27,
il y a une guerre commerciale interne 27 basée sur le dumping fiscal entre les pays européens. Comment voulez-vous à un moment donné que la voix de l'Europe soit prise au sérieux au travers d'un organisme aussi qualitatif qui soit de l'OMC par rapport à des Chinois? J'entends bien ce qu'on dit. Et on dit, bah ouais, mais les Chinois, ils sont venus en 2001, ils étaient pleins de bonne volonté, on les a fait rentrer, on se méfiait. Bon, bah ils ont fait quoi? Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre dans leur intérêt. C'est pas pour ça qu'ils ont ouvert les vannes sur plein de choses. La démocratie, la liberté intellectuelle, le développement durable, le climat, c'est marqué dans l'OMS, hein. Tout ça, dans l'OMC, pardon. Tout ça, ils s'en fichent. Bon. Mais nous, qu'est-ce qu'on va leur dire en face? On est infichus à un moment donné d'expliquer comment c'est possible que les GAFA, puisque vous citiez les GAFA, font le gros de leur chiffre d'affaires en France et en Allemagne. Bon, ils sont fiscalisés en Irlande. C'est un sketch. C'est le pays auquel l'Europe s'est portée en secours il y a 12 ans. Voilà. Bon, bah, ce genre de sujet-là, bah, c'est bien la preuve que ça n'est jamais ni blanc ni noir et que vous pouvez avoir l'organisme le plus pointu du monde. À partir du moment où on est en libre-échange et qu'on est entre un pôle face à un autre pôle, bah, évidemment, l'organisme ne peut que essayer de temporiser pour pas que ça explose. Voilà ce que je veux dire. Donc, je ne suis pas un défenseur. Je dis juste qu'on peut croire à la bonne volonté de tout le monde. C'est pas toujours le grand méchant chinois. C'est pas toujours le grand méchant américain non plus. Nous aussi, des fois, on n'est pas très adroit et on donne des leçons un peu à tout le monde et qu'on devrait déjà commencer à regarder sans l'OMC, hein, juste nous, à l'intérieur de structures constitutionnelles beaucoup plus pointues et qui ont beaucoup plus de pouvoir de contrôle avant de donner des leçons aux autres. C'est juste ce que je voulais dire et je trouve pour autant, je reste quand même... Bah, ça va dans le sens enfin, je pense que... je trouve pour autant que c'est une bonne chose. D'accord, en fait, parce que ce que vous dites, cette concurrence fiscale au sein de l'Union européenne, elle est dans les traités, elle est acceptée, c'est pas une infraction. Alors que la Chine n'a pas respecté ce qu'elle a signé dans l'OMC, ce qui est complètement différent. Les Irlandais, ils n'ont jamais dit on fera 30% d'impôts. C'est complètement différent. Dans l'Union européenne, on a accepté que la fiscalité relevait des États et que donc on se battait, entre guillemets, ou en tout cas qu'on échangeait sur la base d'autres règles. Donc là, il y a 30 ans. Oui, mais c'est pareil pour la Chine. Hein. C'était il y a 20 ans, l'entrée de la Chine. Donc en fait, évidemment, ils ne respectent pas un certain nombre de choses, peut-être parce que le monde a changé. Et qu'on ne les laisse pas. Attendez, c'est tout le sujet. Je ne suis pas fan de la Chine et de son comportement sur plein de choses. Non, mais je ne voudrais pas que ça tombe la Chine. Moi, c'est le commerce international Les Chinois, ils se défendent aussi parce qu'en face, il y a des pôles très très lourds qui se servent quand même quand ils peuvent de la Chine comme main-d'œuvre pas chère et puis qui, en revanche, derrière, ne sont pas prêts à partager avec les Chinois non plus. Les Américains ne sont pas des rigolos en politique internationale, les Indiens ne sont pas du tout des rigolos en politique internationale, et l'Europe n'est pas du tout... c'est nous qui sommes allés chercher des main-d'œuvre à bas coût en Chine, évidemment. C'est l'Occident. Est-ce que vous pensez que le commerce international, globalement, dans son ensemble, qui a un peu marqué le pas, 2020 pour des raisons compréhensibles, mais et encore, pas partout, va repartir avec des niveaux de croissance fortes au cours des prochaines années, globalement, où il pourrait y avoir une remise en cause un peu plus large d'échanges globaux, notamment au motif des préoccupations environnementales qui font que on a moins envie d'aller acheter des produits qui ont traversé 3 fois la planète pour être constitués avant de revenir, encore une fois, en retraversant une 4e fois en produits finis. Il devrait normalement y avoir un rebond mécaniquement, et puis même déjà là en fait on voit très bien le rebond qu'il y a dans le commerce international après une période où effectivement c'était surtout... Il y a même une tension, puisque les prix du fret ont pris 50% en quelques mois, ce qui est spectaculaire, semble-t-il. Exactement. Alors après, si on essaye de prendre un peu de recul et qu'on regarde sur le long terme, on était déjà en fait sur une tendance où on avait un fort ralentissement du commerce international depuis déjà la crise financière en fait. Dans les années 2000, on avait des croissances annuelles de l'ordre de 7-8%. Ensuite, on était passé plutôt vers 4-5, puis 2-3%. C'est pour ça que d'où la question. Donc c'est une tendance qui vient déjà avant la crise. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que, en tout cas, nous, chez Coface, on pense pas vraiment qu'il y aura des relocalisations massive. Après, ce qui peut arriver en revanche, c'est vraiment que les chaînes de valeur soient réorganisées, peut-être plus sur des pôles régionaux. Alors, c'est vrai qu'on va dire que les raisons qui vont vous faire aller produire ailleurs, ça reste toujours à peu près les mêmes. C'est-à-dire une question de logistique, c'est sur quoi la Chine est extrêmement forte, une question de coût. Mais la logistique est aussi fondamentale. C'est pour ça que, par exemple, beaucoup d'entreprises ne vont pas quitter, par exemple, la Chine pour l'Inde, parce que notamment lorsque Donald Trump a taxé les biens chinois, en fait, on a eu beaucoup en tout cas en nombre, mais après, sûr qu'en proportion, c'est quand même faible, mais beaucoup de délocalisations vers le Vietnam.
mais parce que là-bas, au Vietnam, on a une main-d'œuvre qui n'est pas chère aussi, mais il y a aussi les infrastructures. En Inde, c'est moins le cas, donc on voit que c'est un facteur. Qui sont en partie chinoises, d'ailleurs, les infrastructures au Vietnam, d'ailleurs, je crois. Mais Évidemment. notamment, vous citiez les iPhones, Apple. 100% des iPhones étaient fabriqués en Chine, et puis maintenant, il y a une petite proportion, et de plus en plus au Vietnam, des projets importants en Inde aussi, je crois, comme vous l'évoquiez. Et on pourrait aussi aller vers une diversification maintenant, parce qu'on s'est rendu compte que, au début de la crise, on pensait que c'était seulement une pandémie en Chine, et on s'est dit, mais quelle erreur de dépendre à ce point-là d'un pays, on voit que tout est arrêté. Donc, finalement, c'était une pandémie mondiale, et puis même là-bas, ça va un peu mieux qu'ici, mais globalement, on se dit qu'il faudrait peut-être diversifier les sources, et peut-être aussi avoir des sources qui sont moins loin, en fait, de chez nous. Ça ne serait-ce que pour être plus rapide et maîtriser davantage les chaînes de valeur. Et c'est pour ça que, par exemple, on pourrait avoir davantage de chaînes de valeur relocalisées en Europe de l'Est, par exemple, en tout cas pour l'Europe, et avoir plus des pôles régionaux. Mais on devrait toujours continuer à échanger, mais encore une fois, peut-être avec des chaînes de valeur un peu différentes. Alors, pas fondamentalement différentes non plus, je pense qu'on va continuer à beaucoup produire en Chine, toujours, au Vietnam, etc., mais vers peut-être quelque chose de plus régional. Oui, j'évoquais les préoccupations environnementales. Évidemment, il y a les préoccupations de souveraineté, notamment, d'où l'envie de produire plus près. Aussi, pour des questions de souveraineté, et notamment dans l'Union européenne, évidemment. Ça dépend quel produit. Quand c'est des médicaments, c'est embêtant. Oui. Non, on est en plein dedans. C'est embêtant quand c'est très loin. Les Français s'en sont rendus compte là. Ce terme de souveraineté a été beaucoup utilisé ces derniers mois. Allez, nous marquons une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Très vite, on parlera l'exubérance des marchés avec la nouvelle mode des SPAC. On se retrouve dans l'AIT Smart. Merci de rester avec nous. On parlait finance, bourse, exubérance rationnelle ou irrationnelle. On aurait pu parler du Bitcoin aujourd'hui encore. On le fait quasiment toutes les semaines. Le Bitcoin qui continue son ascension absolument folle. 51 000 $ cet après-midi. Au plus bas, en février 2020, c'était autour de 5 000 $. Il avait chuté avec la chute des marchés en février. Il a fait x10 depuis. Le Bitcoin à 51 000 $, il était à 20 000 $ il y a 2 mois. Donc effectivement, quasiment tous les 2 jours, il y a 1 000 $ de plus en moyenne. Mais on ne va pas parler des Bitcoins aujourd'hui, peut-être on y reviendra tout à l'heure. On va parler des SPAC, c'est la dernière mode sur les marchés financiers américains, une mode qui arrive en Europe. Vous avez sûrement lu ces derniers jours, il y a quelques mois, il y avait quelques créations de SPAC dans les médias autour de Xavier Niel. Il y a un SPAC qui s'appelle MediaOne. Il y a eu aussi un SPAC dans l'agroalimentaire, le duo Niel-Pigas qui s'est associé à la famille Zouari, qui sont les propriétaires de Picard, pour là aussi faire des initiatives, des acquisitions dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est dans la finance qui est l'actualité, avec, il y a 2 jours, l'annonce de la création par Jean-Pierre Mustier, qui est ancien banquier de la Société Générale, qui a été patron d'Unicredit pendant quelques années, qui s'est associé à la financière Agache, l'un des holdings de Bernard Arnault, et au fond à la société de gestion Tikeo, pour lancer un SPAC, donc un Special Purpose Acquisition Vehicle, un fonds d'investissement qui n'a pas encore investi, c'est le principe, mais qui déjà se cote en bourse. Un SPAC qui s'appelle Pegasus, qui sera destiné à investir dans les services financiers. Je voudrais vous montrer 2 graphes pour finir ce petit topo sur les SPAC. Le premier, c'est l'introduction en bourse de SPAC aux États-Unis en milliards de dollars. Regardez l'histogramme. On était à 1, 2, 3 milliards de 2013 à 2016, 10 milliards en 2017, et puis hop, 2020, 83 milliards de dollars de SPAC introduits en bourse, et déjà sur 1 mois et demi en 2021, déjà 45 milliards, et ça c'est donc aux États-Unis, et le graphe sur le nombre d'opérations en Europe, pour montrer que l'Europe n'est pas du tout encore dans le coup sur ce... Voilà, regardez, le bleu clair, c'est le nombre d'opérations, cette fois-ci c'est pas en milliards, c'est en nombre d'opérations aux États-Unis, et en bleu foncé c'est l'Europe. On distingue à peine du bleu foncé dans ce graphe. C'est bien pour montrer que c'est un phénomène jusqu'ici essentiellement américain, mais qui manifestement débarque en Europe. Et pour conclure, ce titre dans les Échos ce matin, les signes d'exubérance se multiplient sur les marchés. Bourse au plus haut, Bitcoin au plus haut, SPAC, options, dette à haut rendement, etc. Est-ce que c'est une bonne chose, les SPAC? Est-ce que c'est un signe supplémentaire d'une certaine exubérance des marchés, selon vous, Stéphane, ou pas? Alors, déjà, je ne comprends pas, parce que ça a été repris plusieurs fois dans la presse, et puis vous le reprenez dans votre pitch, je ne comprends pas le mot exubérance.
Les marchés financiers ont tout sauf de l'exubérance, qu'ils aient de la gourmandise, de la cupidité, de la vénalité. C'est un classique ce terme pour les marchés. En fait, je vais vous faire une réponse qui est idiote, mais là vous parliez de dette, on parlait il y a quelques jours de ces plateformes, de petits porteurs qui sont rentrés en guerre contre Wall Street, qui pour sauver GameStop sont passés par Robinhood, qui sont des plateformes totalement vénales, et on pense que ce sont des gens qui sauvent la planète. Dans la finance, dans le placement et dans la finance que je connais bien, évidemment c'est extrêmement difficile de ne pas devenir gourmand, et pour autant la gourmandise est le pire des défauts. Voilà, vouloir être ambitieux. En même temps, c'est le principe dans la finance d'essayer de gagner de l'argent. Là-dessus, Là où je vous dis, alors je vais utiliser un mot plus fort que gourmand. C'est la cupidité. Voilà, je vais pas, greed. Voilà. Hein, greed. Voilà. Greed en anglais. Greed is good. Wall Street, Voilà. Gordon Gekko. Greed is good. Greed Non, en is fait. good. Voilà. Non. Greed is pas good, en fait. Pas du tout en finance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous mettez de la cupidité, vous vous voilez la face. Parce qu'en fait, vous avez une vision extrêmement court terme. Donc vous me demandez si c'est un bon produit. En finance, c'est un biais cognitif, alors la cupidité. Voilà. Bon, mais attendez, moi j'ai une entreprise qui est basée sur les réflexes de la finance. Donc je suis ambitieux, gourmand, je veux croître, je veux m'enrichir, j'ai aucun problème avec ça, je suis très à l'aise avec ce sujet. L'inverse m'inquiéterait plus qu'autre chose. En revanche, la notion à un moment donné d'utiliser un véhicule ou un autre, ou un mécanisme ou un autre, à très court terme, en gros, je vous le résume, pour s'en mettre plein les fouilles, et puis après, on verra. Ça a, sur tous les 10 ans, grosso modo, toujours déclenché quelque chose. Que ce soit le bitcoin, les dettes, les options, les ventes à découvert. Parce qu'il y a un vrai sujet sur les ventes à découvert. Les gens ont l'impression que les méchants hedge funds venaient débarquer, piller les entreprises qui vendaient des jeux vidéo à leurs enfants et les centres commerciaux. Mais là, les SPAC, cette mode des SPAC, est-ce que c'est s'en mettre plein les fouilles à court terme ? Non, c'est pas s'en mettre plein les fouilles. Ce qu'il faut regarder derrière, c'est de se dire pourquoi, à un moment donné, aux États-Unis en particulier, la finance américaine est pragmatique. On va voir ce qui va se passer après. Et Mathieu Pigasse ou Xavier Niel ne sont pas des greed is good. Ce sont des grands capitaines d'industrie, de capitalisme, du libéralisme, si vous voulez. Mais Xavier Niel est plutôt un type raisonnable. C'est pas un type. Donc c'est que ça a un intérêt, ces SPAC. C'est-à-dire que ça a un vrai intérêt. C'est un intérêt parce que ça fluidifie la levée de fonds et ça enlève toute la complication d'une IPO, c'est-à-dire d'une introduction en bourse. Alors au lieu de passer des mois. Vous êtes une entreprise existante avec une activité, vous vendez des chaussures, bon, ok, en ligne, très bien. Vous voulez vous introduire en bourse parce que vous avez déjà fait 2-3 levées de fonds privés, bon, ok. Ça prend un temps fou, vous avez la SEC aux États-Unis ou la l'AMF sur le dos, enfin, il y a tout un tas de trucs, voilà. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est croître vite et avancer. Bon, bah là, vous avez des gens qui s'y connaissent très bien, qui créent donc une enveloppe dès le départ pour déjà, dès le départ, expliquer quel va être le thème. Alors ça peut être les médias, ça peut être la vente de chaussures en ligne, et qui peuvent même dire on a ciblé tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Est-ce que ça vous intéresse ? Je vous résume, monsieur, madame, tout le monde, de rentrer dans ce produit. Voilà. Et donc les gens vont mettre l'argent avant même que la cible n'ait été absorbée. Ensuite, c'est pas un fonds d'investissement qui va investir dans plusieurs sociétés, c'est que cette société va fusionner avec sa cible, et en fait ça va nettoyer un certain nombre d'étapes qui ralentissaient la croissance initiale de la cible. Et c'est pour ça que de plus en plus de chefs d'entreprise, voyant l'attitude des banquiers, voyant l'attitude des fonds privés, des fonds de retraite américains qui sont de plus en plus prudents, parce qu'il y a eu quelques accidents ces derniers temps qui n'ont échappé à personne. Bah évidemment, une année 2020 où la bourse se casse fort la figure, c'est peut-être pas le moment de faire une IPO. Donc on utilise un autre moyen. On fait finalement, on crée ce sujet-là et on va susciter des fonds sans vraiment savoir pourquoi. Et ensuite, on va intégrer la vraie valeur de l'actif. Moi, ce qui me fait peur, pour finir là-dessus, Guillaume, quand même, parce que si je vous dis que greed n'est pas good, c'est qu'en fait tout n'est pas aussi rose, c'est que là, ces derniers temps, alors j'ai pas regardé ce que donnaient les Européens, mais en tout cas sur quelques-uns aux États-Unis, c'est-à-dire qu'avant même qu'on connaisse le projet de fusion avec l'activité réelle qui donne des valeurs, et sur laquelle je peux très bien expliquer que du jour au lendemain, il y a plus 170% à partir du moment où la fusion a lieu, là on commence à avoir du 4 ou 5% dès la création et la mise sur le marché de l'enveloppe vide. Oui. Donc en fait là, ça veut dire qu'on place de l'argent dans un enveloppe, on ne sait même pas encore ce que votre argent va faire, que déjà il gagne de l'argent. C'est pour ça que certains parlent de chèque en blanc. C'est-à-dire qu'effectivement, un investisseur, en général spécialiste d'un secteur, crée un SPAC en disant voilà, apportez-moi de l'argent, je vais faire des acquisitions dans un deuxième temps. Ça s'entend. Enfin, je veux dire, si on est 10 à rentrer et que les 10 qui rentrent attirent 100, évidemment, les 10 qui étaient au départ vont faire monter la valeur de ce qu'ils ont payé pour que les 100 rentrent. En même temps, quand on voit un business qui représentait aux États-Unis 3 milliards
en 2016, 13 milliards en 2019, 83 milliards en 2020 en dollars, hein, et qui devrait faire beaucoup plus en 2021, on se dit quand même, il se passe un truc. C'est pas plus compliqué en 2021 de se introduire en bourse qu'en 2016. Non, mais D'où le questionnement. Est-ce que vous comprenez, Bruno, cette idée que effectivement, voilà, ce soit une nouvelle manière d'aborder l'investissement? Il y a une notion d'incarnation. Hein. Il y a en général un ou deux, ou une association soit de managers, soit d'investisseurs, de capitaines d'industrie, des gens qui ont une légitimité personnelle sur un sujet. J'évoquais des banquiers sur le SPAC Pegasus qui fait l'actualité de ces derniers jours. Quasiment la même semaine, l'ancien patron du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, fait exactement la même chose. Également monte un SPAC pour peut-être que pour se lancer ou relancer son activité professionnelle à lui. Est-ce que c'est une manière maligne, originale, moderne de faire se rencontrer investissement et entreprise en recherche de capitaux? Oui, c'est vrai que c'est une façon d'investir assez atypique. C'est-à-dire que normalement, ce qu'on fait, c'est on regarde les états financiers de l'entreprise, on regarde les comptes opérationnels et on voit, est-ce que ça a plutôt bien marché ou pas? Est-ce que ça perd ou ça gagne de l'argent? Est-ce qu'il y a... Quel est le projet? Là, c'est vrai que maintenant, sur ce type... c'est je fais confiance sur un gars. Une personne, en fait. Voilà. Une personne, il est crédible. Selon moi, c'est aussi pour ça qu'on annonce surtout le nom, en fait. Xavier Niel, Bernard Arnault, on annonce leur nom et les gens se disent, alors, après, c'est vrai qu'eux disent quand même on va investir plutôt sur des services financiers, plutôt dans des biens de consommation durable pour Xavier Niel. Donc après, on se dit, est-ce que je crois en ce secteur-là? Mais surtout, en fait, et c'est vrai, on mise sur une personne. On a l'impression que cette personne, on peut lui faire confiance, qu'il ou elle fera les bons choix. Donc après, c'est une façon différente, effectivement, de voir l'investissement. Mais je pense que ce genre-là alors, j'ai failli dire le mot bulle, qui est trop fort. Je veux dire, mais ce genre d'emballement, on va dire... On le sait après, quand c'est une bulle en général. Ou d'éclosion. On le sait une fois qu'elle explose. Mais on va dire que ce genre d'éclosion de certains marchés, que ce soit le Bitcoin, que ce soit ça, ou autre, on va dire, en fait, c'est un peu inévitable. Vu le contexte actuel, où on a énormément de liquidités, où tout le monde cherche du rendement, mécaniquement, et voilà. Et donc mécaniquement, c'est aussi pour ça qu'on a des marchés financiers qui se portent plutôt bien et certains segments du marché financier qui se portent bien mieux qu'il y a quelques mois ou quelques années ou même avant la pandémie. Alors même que la situation n'est pas forcément meilleure, mais c'est ce qui arrive quand on a des liquidités abondantes et qu'on continue de mettre sur le marché. Je pense que ce genre d'éclosion-là ne peut pas vraiment nous surprendre. Est-ce que les SPAC, c'est pas aussi ce qu'évoquait Bruno, c'est la bourse version people, quoi? C'est-à-dire, avant, on investissait dans l'entreprise, maintenant, on investit dans quelqu'un, dans une personne, et on lui fait confiance pour faire les bons choix d'investissement. Avant, on achetait une SICAV avec un nom triste au possible. Maintenant, on achète un produit incarné par, quand c'est la finance, Jean-Pierre Mustier ou Tidjane Thiam, dans l'actualité, on citait Xavier Niel. Ça dépend de qui on est. Évidemment, je pense que c'est pas péjoratif ce que je dis, mais l'investisseur profane lambda qui boursicote un peu, peut-être qu'il va attacher de l'importance à ce que ce soit Xavier Niel. Et pour la petite blague, je serais assez curieux de voir maintenant M. Bezos va prendre sa retraite. Ça se trouve, il nous prépare son SPAC. Je vous conseille de mettre l'argent tout de suite, parce que lui, il a montré qu'il savait faire. Si Elon Musk s'amusait à en faire un, par exemple, évidemment, la planète entière serait ravie. Bon, ça, c'est une chose. Après, dans la finance, sur d'autres produits, certes plus régulés, les sociétés de gestion classiques, elles sont incarnées souvent par leurs créateurs. Je pense à Carmignac en France, qui est une société de gestion très connue. Rothschild, c'est un nom qui parle à tout le monde. Il y a forcément une notion de confiance. C'est pas nouveau. Le sachant, évidemment, il va regarder le compte d'exploitation, il va regarder les bilans, il va regarder les cours, il va regarder l'endettement, etc., etc. Bon, l'investisseur en bourse, parce que c'est de ça dont on parle, mon inquiétude, elle est plus là. Ce seed, c'est-à-dire cette levée de fonds du départ, avec toutes les bonnes intentions de M. Pigasse, M. Niel ou d'autres, M. Mustier, etc., qui ont montré qu'ils savaient faire. Ils sont à l'abri de se planter non plus. Bien sûr. Voilà. C'est juste jusqu'à quelle mesure les gens qui vont aller dans ce genre de produit savent ce qu'ils font. Voilà. Ils ne prennent pas plus de risques que de prendre une action directe dans l'absolu. Parce que s'ils ne savent pas lire le bilan de Total, de toute façon, ils prennent autant de risques à le mettre dans Total qu'à le mettre dans peut-être le futur Total au travers d'un SPAC sur les énergies de demain. Vous voyez? Donc,
faut juste faire attention à ça. Et là, pour le coup... Sauf que Total ou L'Oréal, il y a une entreprise derrière, une espèce de réalité. À date, le SPAC, il n'y a rien dedans, c'est une coquille vide. Hein. Donc au départ. C'est d'où le... Il y a un projet. Certains commentaires qui parlent de chèque en blanc. Effectivement, on investit sur la capacité de quelqu'un à trouver des bons investissements. On investit dans un fonds qui n'a pas encore investi. Oui, mais alors, pardon Guillaume, je ne veux pas faire un cours universitaire, mais quand vous investissez dans la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, ou quand vous investissez dans un FCPR, un fonds de commun de placement à risque, ils ont 24 mois au départ en général pour injecter les fonds qu'ils lèvent. Vous n'avez pas encore, hein, vous, investisseurs. Pourquoi vous investissez? Parce que derrière, vous avez des grandes maisons de gestion qui font ça depuis 20 ans et qui sont spécialistes de ça. Ouais. C'est un peu la même chose en vrai. Ouais. Sauf que là, c'est beaucoup plus cadré. Il y a l'AMF, vous avez une batterie de documents, etc. Là, c'est l'exubérance d'un nouveau système de financement. Moi, je me pose la question de pourquoi on utilise ça. Hein, il faudrait comparer en gros les crédits aux entreprises aux États-Unis sur la même période de 2020, les IPO réels qu'on réussit en 2020, et je suis sûr quasiment qu'elles ont chuté, et que donc forcément, comme il y a, vous l'avez dit, abondance de liquidités là, sur ces derniers mois, il a fallu trouver des solutions pour être efficaces. Voilà. Et c'est pour ça qu'on retrouve les Pigas, les Niels, etc., qui sont des pragmatiques et qui avancent, en fait, qui ne mettent pas 2 ans à lancer un projet. Moi, je ne suis pas contre, mais c'est comme tout. Faites attention. Il faut savoir ce qu'on fait. On peut faire de la vente à découvert quand on est un gérant de fonds. Madame Tout-le-Monde, dans son canapé, elle ne fait pas de la vente à découvert. Sinon, elle revend la voiture, quoi. Voilà. Ça finit toujours mal à la fin. Il faut juste faire gaffe à ça. Et puis aussi, je pense que même si on en a plus, en fait, là, le taux de réussite de ces SPAC est le plus important, en fait. En 2015, on avait plus de 20% d'échecs, tout simplement, alors que là, l'année dernière, on a eu 90% de réussite. Donc, on voit bien qu'il y a aussi une question de liquidité. Est-ce que les liquidités sont là? Est-ce que les gens y croient? Et on voit clairement que ça a un impact dessus. Parce que si vous dites que votre SPAC peut marcher, enfin, ou en tout cas va marcher, vous allez aussi, forcément, plus passer par ça. Donc on voit clairement que c'est quelque chose qui est en train de vraiment éclore. C'est un sujet un peu de dérégulation, c'est un moyen de contourner quand même la réglementation compliquée. Simplifier, pas contourner. C'est pas si simple que ça quand même. Hein. Oui, mais c'est quand même par hasard. Regardez ce papier du FT qui met le doigt sur le fait que globalement, des banquiers européens misent sur Amsterdam comme capitale régionale pour les SPAC. Amsterdam, c'est pas considéré comme... c'est notamment une place financière qui a l'air de bien se porter en ce moment, notamment parce qu'effectivement, la réglementation est un petit peu plus simple. Cool. Donc c'est pas contourné, Guillaume, pardon, c'est que la réglementation est plus simple. Oui. C'est pas contourné. Oui, mais pourquoi du coup on garde on va là où c'est plus simple. Oui, mais pourquoi on garde une réglementation compliquée par ailleurs alors ça, malheureusement. Vous avez vu le code civil en France ou pas? Voilà, oui. Vous avez votre réponse. C'est pas contourné. Non, mais c'est un petit peu important parce que dès qu'on là on parle de SPAC à Amsterdam, mais les SPAC de Niel, Pigas, etc., c'est à Paris, c'est à la bourse de Paris. Donc vous avez deux filières parallèles, une filière simple, une filière compliquée. C'est pas. Pourquoi tout le monde prend pas la filière simple? Totalement dérégulé et c'est pas un truc que vous signez sur un coin de table. C'est juste que ça vous évite tout un tas d'étapes très importantes d'une IPO, et a fortiori quand vous êtes des capitaines, pas d'industrie, mais des grands investisseurs comme Mathieu Pigas ou comme Zach Geniel, ça vous permet d'emmener avec vous des fonds et donc d'être beaucoup plus puissant lorsque vous allez vraiment négocier la cible que vous visez. Voilà. Avant même de devoir rentrer, vous, en tant qu'un peu investisseur, comme M. Bolloré, qui tout doucement monte dans le capital et qui finalement fait une opération de raid sur 10 ans, etc. Ça, c'est fini, la finance à la papa. Aujourd'hui, on est sur des sujets où les véhicules financiers c'est fini, sont plus rapides. Ça continue un peu. Il vient d'annoncer une opération qui était encore une fois assez brillante par rapport aux intérêts patrimoniaux de la famille Bolloré. Oui, c'est voilà. M. Arnaud, M. Bolloré, etc. C'est pour ça que c'est intéressant que même les anciens grands spécialistes, les grands connaisseurs, pas du tout péjoratif ce que je viens de dire, ils vont y prendre du plaisir. Parce qu'en fait, mais ça n'est pas contourné du tout. Il n'y a rien d'illégal dans ce sujet. Il ne faut juste pas trop le consommer, parce que si vous n'avez pas compris ce que vous faites, ça peut être un peu compliqué. Et évidemment, il va y avoir des escrocs comme dans tout. Est-ce que vous prédisez un avenir important? Je montrais tout à l'heure le graphe, vous voyez que c'était quand même d'abord un phénomène américain et qui était à peine émergent en Europe. On a quand même un nombre d'opérations qui doit être de 1 à 20, de 1 à 30, de 1 à 40 entre les deux côtés de l'Atlantique. Vous pensez que c'est quelque chose qui est appelé à, je ne sais pas à faire en sorte que l'Europe rattrape son retard là-dessus? Est-ce qu'il y a un retard? Est-ce que c'est une mode? Voilà. Je pense que l'Europe ne s'alignera jamais sur des volumes comme ça, parce qu'en fait, les Européens, et a fortiori les Latins, sont à 10 000 lieues d'avoir la mentalité des Anglo-Saxons sur ce genre de sujet. Et c'est vraiment de typologie, de réflexe, d'efficacité, de rapidité, etc., avec tous les potentiels risques que vous avez quand vous faites ça, que peuvent avoir les Anglo-Saxons, a fortiori les Américains. Donc je ne pense pas qu'il y aura les mêmes volumes en Europe jamais. Et de toute façon,
faites confiance à l'Europe pour qu'il y ait un régulateur qui s'en mêle avant, de toute façon, et qui vienne mettre des bâtons. Mais souhaitons quand même bonne chance à Xavier Niels et Mathieu Pigasse et autres, parce que je trouve qu'eux, ils sont marrants, parce que voilà, ils font des trucs sympas, et l'innovation, c'est toujours très très porteur. Moi, je trouve ça toujours intelligent, et ce genre de mécanisme-là, qui n'est pas à nouveau de l'année dernière, hein, il est là depuis très longtemps, il n'était pas utilisé, parce que finalement, les marchés classiques de financement de l'économie fonctionnaient. Il y a un truc qui se grippe, réaction américaine, on trouve la solution immédiate. Ça n'est pas contourné, c'est on utilise un truc qui est dans un tiroir, qui servait pour des cas très très spécifiques, plutôt sur de l'agroalimentaire, des choses comme ça, de la santé, etc. Et là, on va le faire sur du média, de la start-up. Et ça revient finalement au même, une fois que la société portant l'activité est intégrée... une fois qu'il y a des choses dans la coquille, ça devient quasiment une boîte comme une autre. Le sujet, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas encore grand-chose à l'intérieur, d'où effectivement éventuellement un risque nouveau. Mais on retiendra que c'est l'innovation et que voilà, il y a l'innovation partout, y compris dans la finance de marché, évidemment. Il y en a historiquement eu plus qu'ailleurs. Il y en a d'autres, des bien pires que ça. Oui, mais voilà, celle-là, on verra si c'est dans quelques mois, si c'est une mode ou si c'est une tendance de fond. Il nous reste 5 grosses minutes. On va terminer l'émission en baillant deux sujets d'actualité qui n'ont a priori pas grand-chose à voir. Quoique, c'est l'after. Quoique, disais-je, on a évoqué ce sujet. Regardez cette brève du Figaro. Collecte record pour la taxe sur les transactions financières, mise en place en 2012, au lendemain de la crise financière de 2008, enfin au lendemain, 4 ans plus tard quand même. La TFF a rapporté aux caisses publiques 1,785 milliards d'euros. L'an dernier, c'est une hausse de 340 millions par rapport à 2019, qui était déjà en hausse significative par rapport à 2018. Traduction des Échos, la fièvre boursière a rapporté gros à l'État. Vous évoquiez la fiscalité internationale sur les mouvements de capitaux tout à l'heure quand on parlait commerce international, OMC et tout ça. Bruno, la taxe sur les transactions financières, c'est la France qui a fait son truc dans son coin en attendant que possiblement l'Europe reprenne la balle au bond et voire plus. Voilà, elle s'est imposée, elle est plus critiquée tellement cette taxe sur les transactions financières. Alors elle rapporte moins de 2 milliards. Elle concerne un tout petit nombre de transactions. C'est pas du tout sur toutes les transactions en bourse. C'est quelques grosses entreprises qui ont valorisé plus d'1 milliard d'euros qui, quand elles font des allers-retours sur des actions, doivent payer cette taxe-là. Est-ce que c'est considéré, les uns les autres, et Bruno, comme un modèle, cette taxe sur les transactions financières françaises, comme la base d'une future taxe internationale sur les capitaux qui est une sorte d'arlésienne? Un modèle, c'est peut-être difficile à dire. C'est-à-dire que ça va dépendre, voilà, encore une fois, après des approches de chaque pays, etc. En France, c'est vrai que, au final, il y a eu des critiques. Maintenant, on n'en parle pas forcément trop. Et puis effectivement, maintenant là, on se rappelle qu'elle est là avec ces chiffres qui sont bons pour les finances publiques. Je crois qu'il y a un peu plus d'une centaine de redevables, donc c'est pas une taxe qui concerne grand monde. Voilà, effectivement. Après, et qui rapporte un peu d'argent. Après, de là à réussir à l'imposer au niveau international, ça risque d'être assez difficile. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé suite à la crise financière 2008-2009. Là, on voit qu'on en parle peut-être un peu moins. D'ailleurs, si on regarde bien dans les débats multilatéraux au niveau international, on essaye déjà de s'occuper des GAFA. Et puis même ça, on voit bien que c'est assez difficile. De trouver du consensus. Voilà, trouver un consensus. C'est un cheval de bataille français, la taxe sur les transactions financières, notamment du ministre de l'économie et des finances. Il y a un groupe de travail à l'OCDE qui avait trouvé une sorte de préaccord soumis à validation américaine qui n'était pas possible tant que, en tout cas, l'administration précédente. Vous en pensez quoi de cette taxe sur les transactions financières? En une phrase, une taxe peut jamais être un modèle, parce que ça, c'est pas une bonne idée de prendre une taxe modèle, parce que ça marche jamais. Parce que les Français sont les Français, les Allemands sont les Allemands, les Américains sont les Américains, chacun a son rapport avec l'argent. J'ai une réponse paradoxale parce que je m'étais beaucoup exprimé sur ce sujet en disant ça va être un frein terrible, ça peut calmer ces gros acteurs, etc. En fait, la preuve que non, parce que quand ils y trouvent des périodes de forte volatilité comme ces dernières années, là où il y a de la volatilité, il y a forcément des opportunités pour ces entreprises-là. Et donc forcément, l'État,
en récupère une partie. Et ça n'a pas grévé ni le fonctionnement, ni l'intérêt de ces grands groupes pour ces sujets-là. Après, derrière, je ne suis pas sûr que ce soit un sujet sur lequel quelques ministres des Finances que ce soit arrivent à quelque chose un jour, parce que déjà, un trait à l'Europe, faire tordre les Européens sur un sujet comme ça va déjà être extrêmement compliqué. Mais alors, je ne pense pas qu'on verra de notre vivant les Américains accepter un truc comme ça. Mais que je me trompe, et comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs mois, j'avais dit que ça allait complètement foirer, et que je me suis trompé, puisque ça rapporte plus d'argent d'année en année. Mais à coup pas, si ça peut finalement devenir un truc international. Ouais, bon. Le petit truc un petit peu sioux, c'est que ça, c'est de l'argent qui rapporte de l'argent. C'est une taxe qui rapporte de l'argent au budget de la France, puisque c'est une taxe française. Dans les projets de l'Union européenne de créer ses propres taxes autonomes pour rembourser demain la dette Covid, il y a aussi la taxe sur la transition, les transactions financières. Donc en fait, si ça devient une taxe européenne, les recettes iront pour rembourser la dette Covid nouvelle, les nouvelles dettes sur lesquelles, la dette mutualisée, là, sur laquelle en juillet dernier, on s'est mis d'accord, et du coup cet argent il viendra plus, il tombera plus dans les caisses de Bercy. Donc il y a un petit paradoxe là-dedans, qu'effectivement une taxe créée en France qui rapporte de l'argent en France, qui demain va peut-être être délocalisée à Bruxelles si tout le monde se met d'accord. Allez, on reste sur l'Europe. Il y a 35 ans, jour pour jour, était signé l'acte unique européen. Donc ça s'est passé à Luxembourg. La Commission communique aujourd'hui pour marquer cet anniversaire. Je ne suis pas certain qu'il soit fêté aux quatre coins de l'Europe, mais voilà. Rappelle que ça avait donné un nouvel élan au projet européen, avec à la fois la création d'un marché sans frontières, un accroissement des pouvoirs du Parlement européen et un rôle accru de l'Union européenne en matière d'environnement, de recherche et de politique sociale. Je disais, ça ne va pas être un anniversaire célébré. Globalement, on est plutôt calme en ce moment sur la célébration de toutes les étapes symboliques majeures de l'Union européenne. C'est pour de bonnes raisons. Il faudrait fêter un peu plus avec clairon et trompette la signature de l'acte unique en 86, selon vous, Bruno? Je pense qu'au-delà des anniversaires, ce qui est important, c'est que par exemple là, avec cette crise-là, on a réussi pour la première fois à se mettre d'accord pour émettre de la dette en commun. Et ça, ce sont des étapes... On remboursera avec la fameuse taxe sur les transactions financières, peut-être. Entre autres. Mais oui, en fait, je pense que plus important que ces dates d'anniversaire, etc., c'est que malgré les avancées, les hauts, les bas, certains pays qui quittent l'Union européenne, on voit qu'on arrive malgré tout dans certaines crises, alors avec certaines difficultés, hein, et puis là on l'a vu avec la question des vaccins, où certains jettent la pierre à la Commission, on a réussi quand même à avoir certaines avancées, encore une fois bon an mal an, mais globalement je pense que c'est ça qui est surtout le plus important cette année, plutôt que cet anniversaire. L'Européen convaincu, il a envie de sortir de champagne pour les 35 ans de l'acte unique? Bah oui, enfin non. Malheureusement non, parce qu'en fait ça n'émeut plus personne. Voilà. Mais c'était hyper important, parce qu'à cette époque-là, pour moi, alors pour le coup, j'étais encore très jeune, mais moi j'ai grandi avec ça. Pour moi, ça avait encore du sens. L'Europe était encore dans un parcours de constitution dont les étapes, on y croyait encore un peu. Ah oui, notamment il n'y avait pas 27 pays, si je peux me permettre, à l'époque. Merci Guillaume, parce que je suis un Européen convaincu, comme vous le dites, sauf sur cette notion-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était 12. Moi, je trouvais ça assez logique. Voilà. Et on préparait des sujets de libre-échange, qui étaient la base, de partage de brevets, de savoir-faire, d'intelligence intellectuelle, et puis qu'on allait protéger l'Europe d'un point de vue climatique, etc., etc. On n'avait pas encore mis sur la table la monnaie et la fiscalité, qui étaient les deux derniers éléments qu'il fallait pour qu'il y ait un pouvoir politique et une force politique en Europe. Ben non, quand il a fallu passer ce truc-là, finalement on a fait rentrer 15 gugus de plus, qui étaient y compris avec des mentalités complètement opposées à la nôtre et au sujet de départ, bon, y compris les Anglais au passage, etc. Bon, donc voilà, on le fait pas, et moi je trouve ça triste, parce qu'au départ c'était quand même un truc qui aurait pu être vraiment chouette pour parler justement aux Chinois et aux Américains de façon un peu plus ferme. Voilà, mais en tout cas, les spectateurs ont retenu, ça leur avait échappé par ailleurs, qu'on fêtait aujourd'hui les 35 ans de l'acte unique. Merci messieurs d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous, très bonne soirée, on se retrouve demain.